Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wacomcevaux.fr. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui peut prêter à sourire, mais qui a coûté très très cher à certaines entreprises. Ah oui, les fameuses erreurs de traduction en communication internationale. Exactement. On pense souvent que c'est juste une anecdote marrante, mais derrière, il y a parfois des millions en jeu. Et une image de marque qui prend un coup, c'est ça. L'idée, c'est de regarder quelques exemples des cas assez connus pour voir un peu ce qui s'est passé et comment éviter ça, quoi. Oui, on va essayer d'aller un peu au-delà de la simple blague linguistique, si on peut dire. On parle de stratégie, d'adaptation culturelle. Tout à fait. Alors, on commence par un grand classique, Pepsi en Chine dans les années 60. Ah, Pepsi, oui. Leur slogan, c'était Come Alive with Pepsi. Plutôt dynamique comme message, non? Oui, plein d'énergie, en anglais. Sauf que, euh, une traduction un peu trop directe, un peu trop littérale, a donné quelque chose comme Pepsi ramène vos ancêtres de la tombe. Oh là là! Voilà. Alors imaginez ça dans une culture où le respect des défunts, des ancêtres, c'est fondamental. L'accueil a dû être glacial. Disons, mitigé, oui. Ça montre bien que traduire mot à mot, ça ne marche pas toujours. Le contexte culturel, c'est énorme. C'est clair. Et il y a eu Ford aussi, non? Au Brésil, avec la voiture Pinto. Ah, la Pinto, oui. Le nom, bon, ça sonne pas spécialement mal a priori. A priori, non. Sauf que, voilà, en portugais brésilien, l'argot local fait que Pinto, ça désigne, un attribut masculin de petite taille. Ah, d'accord. Pas terrible pour vendre une voiture. Pas idéal, non, hein. Imaginez les publicités. C'est devenu un peu la risée locale. Ford a dû très vite réagir et renommer le modèle là-bas. C'était devenu Corcel. Incroyable. Ça illustre bien le risque si on ne vérifie pas les connotations locales, même pour un simple nom. C'est fou que des choses comme ça puissent échapper à de si grosses boîtes. Et ce n'est pas que les noms de produits d'ailleurs. Non, non. Il y a eu HSBC, la banque, avec son slogan mondial Assume nothing, ne présumez de rien. Oui, un message qui se voulait plutôt ouvert, invitant à ne pas avoir d'idées préconçues, quoi. D'accord. Sauf que dans plusieurs langues, la traduction retenue s'est dangereusement rapprochée de do nothing, ne faites rien. Oups. Pour une banque, c'est C'est un peu contre-productif, on va dire. un peu oui. Et cette erreur-là, elle a coûté cher. On parle d'environ 10 millions d'euros, je crois, pour rectifier le message et relancer toute une campagne. 10 millions. Pour quelques mots mal traduits, ça donne à réfléchir. Ah oui, Et même le géant du poulet frit, KFC, se sont fait avoir en Chine avec leur fameux Finger Licking Good. oui, c'est vrai. À leur début, là-bas, c'était dans les années 80, je crois, la traduction qui est sortie, c'était « mangez vos doigts Carrément. Pas très appétissant. ». Pas très vendeur, non. Heureusement pour eux, ils ont corrigé assez vite, et puis, on le sait, ils ont fini par cartonner sur ce marché. Mais ça montre que, voilà, même les plus grands peuvent se prendre les pieds dans le tapis. C'est clair. Alors, face à tous ces exemples, comment les entreprises peuvent faire pour éviter ces bourdes coûteuses aujourd'hui? C'est quoi les bonnes pratiques? Il y a plusieurs choses qui ressortent, oui. Bon, d'abord l'évidence, hein. Travailler avec des traducteurs natifs, des gens du pays ciblé. Oui, logique. Mais ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi que ces traducteurs connaissent bien la culture locale, les expressions, les sous-entendus, et si possible, le secteur d'activité de l'entreprise. D'accord. Un simple collègue bilingue, ou pire, un outil de traduction automatique, ça ne captera jamais toutes ces nuances fines, quoi. Donc, ce n'est pas juste traduire des mots, c'est vraiment adapter le message. C'est exactement ça. On parle de plus en plus de transcréation. Transcréation? Oui, l'idée, ce n'est plus de traduire littéralement, mais de recréer le message dans la langue cible pour qu'il ait le même impact, la même émotion que l'original. Ah, je vois. Et puis, une autre bonne pratique, c'est de tester. Tester les messages, les slogans, les noms auprès de groupes de personnes locales avant de lancer la campagne à grande échelle. Pour voir comment ça résonne vraiment. Voilà. Pour déceler d'éventuels problèmes, des doubles sens imprévus, des connotations culturelles négatives. C'est une étape de vérification devenue assez courante. Finalement, ce qu'on retient, c'est que communiquer à l'international, c'est bien plus qu'une simple affaire de langue. C'est un vrai travail d'adaptation culturelle. Tout à fait. Et ces erreurs de traduction, aussi spectaculaires soient-elles, ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg, tu vois. Hmm. Ça soulève une question plus large, je trouve. Si un simple slogan peut causer autant de problèmes, qu'est-ce que ça implique pour des aspects plus subtils de la communication interculturelle? C'est-à-dire? Je me demande comment ces différences culturelles, souvent implicites,
peuvent influencer discrètement d'autres choses. Par exemple, la perception du design d'un produit, ou la façon de mener une négociation commerciale, ou même, tout simplement, la collaboration dans des équipes multiculturelles au quotidien. C'est une réflexion intéressante en effet. Comment le non-dit culturel influence tout le reste. Voilà, une piste à explorer peut-être. Absolument. Merci beaucoup pour cet échange très éclairant. Avec plaisir. Et à nos auditeurs, rendez-vous au prochain épisode.